25 ans qu'un lien s'est créé entre deux institutions. Il s'agit de l'Université d'Abomey-Calavi UAC et de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ARES. Depuis 25 années, elles cheminent ensemble afin de donner une image plus rayonnante de l'enseignement supérieur. D'où est parti ce beau mariage? Quels en sont les fruits ou tout simplement les résultats en jeu de cette riche collaboration? Aujourd'hui, que peut-on envisager en termes de perspective? C'est l'objet de cet entretien. Discuter avec les professeurs Souaibou Farougou, Marc Poncelet, Enoch Achigan Dako. Il y aura aussi par moments des interventions, des témoignages, des reportages qui viendront illustrer ou apporter un plus à tout ce qui se dira ici. Alors bonjour professeur Souaibou Farougou, comment vous allez? Ça va bien. Bonjour professeur Marc. Alors tout de suite, professeur Souaibou Farougou, on va partir même de l'histoire de cette coopération. Dites-nous, quelles ont été les raisons qui ont prévalu à la naissance d'une coopération avec la Belgique? En 1996-97, dans un contexte où il n'y avait qu'une seule université au Bénin, l'Université nationale du Bénin. À l'époque, il y avait très peu de laboratoires équipés, avec un plateau technique assez réduit, aussi bien pour les formations pratiques que pour la recherche. Et également, à cause de la politique d'ajustement structurel qui a été mise en œuvre depuis les années 80, le recrutement des enseignants était également suspendu. Donc, le taux d'encadrement était quand même très réduit, en deçà des normes admises. Donc, c'est dans ce contexte que les autorités rectorales de l'époque ont quand même jugé opportun de s'adresser à des partenaires pour pouvoir avoir des ressources, pour pouvoir avoir un partenariat dynamique pour aider à résoudre ces différents problèmes. Alors professeur Marc Poncelet, dites-nous quels sont les éléments qui justifient une coopération avec l'UAC? L'ARES tout d'abord est une sorte de consortium d'universités francophones belges qui s'est organisé pour recevoir et gérer un subside de la coopération au développement, donc un ministère fédéral, et qui a des partenariats avec des universités africaines, sud-américaines, asiatiques. Si on remonte très loin dans le temps, on va découvrir des étudiants béninois dans les universités francophones de Belgique dès les années 70. Mais donc ces gens étaient sans doute envoyés plutôt par des ministères. Et puis alors on arrive, ça crée tout de même un milieu, en agronomie notamment, en médecine, en sciences principalement. Et ce milieu a établi des contacts. Et puis alors on arrive dans les années 90. Du côté de la Belgique, on a une crise au Congo sur laquelle on ne reviendra pas, mais qui libère en quelque sorte des fonds pour établir des nouveaux partenariats. Mais surtout, on constate que la coopération par projet, au fond, n'a pas beaucoup d'impact sur les institutions et que parfois les projets marchent très bien, mais les institutions sont très mal. Et que donc se met en place une réflexion globale dans les universités belges autour de cette notion de partenariat institutionnel. Et puis alors, l'ARES, au fond, en 97, c'est 2 ou 3 personnes et quelques universitaires. Aujourd'hui, c'est près de 20 personnes et c'est des dizaines, sinon des centaines d'universitaires impliqués. Donc, cette institution, l'ARES, s'est développée à mesure de ces programmes de coopération. Donc, elle n'était pas vraiment aussi puissante dans le passé qu'aujourd'hui. Alors, parlons toujours de l'historique de cette coopération. On va écouter 2 acteurs. Ils nous parlent de l'impact de ce partenariat sur l'UAC en tant qu'institution. Alors, les enjeux à l'époque, en fait, ils étaient, pour ma part, d'abord belgo-belges. Donc, 97, c'est en fait le démarrage de la coopération universitaire et, un challenge que le secrétaire d'État, parce que c'était un secrétaire d'État à l'époque, à la coopération belge, avait mis auprès des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qui était en fait un deal assez simple de dire je suis, moi en tant que secrétaire d'État, disposé à vous confier des budgets relativement importants et je suis prêt à vous déléguer toute la mise en œuvre de ces budgets dans les projets, les programmes qui vous intéressent.
Mais une chose est importante pour moi, je ne veux pas que ces budgets soient disséminés sur une myriade de petits projets dont on ne pourrait pas évaluer l'impact et voir un peu leur contribution au développement des pays qui bénéficieraient de ces subsides. Et un inventaire a été fait, on s'est dit tiens, mais il y a quand même un certain nombre de pays où on pourrait commencer à développer des actions. Donc le Bénin fut l'un des premiers pays, il y a eu un consensus assez fort, tout le monde était un peu actif dans ce pays-là. Il fallait démarrer très rapidement puisque l'argent était disponible et donc ce qu'on a pu faire à l'époque comme première activité était de poursuivre ou d'amplifier des coopérations qui existaient mais qui étaient extrêmement personnalisées. Il était fortement question de former surtout des formateurs. Il était question de mettre à la disposition de notre institution académique des gens capables de développer les nouveaux secteurs qui se profilaient déjà à l'horizon et aussi les nouveaux soucis de l'État béninois en matière de gestion des ressources naturelles, en matière aussi de produits pharmaceutiques et bien entendu de manière générale la pluridisciplinarité. En termes d'approche, je dirais d'abord qu'il y a une évaluation de besoins. Une évaluation de besoins. Et ce besoin, c'est qu'on a un déficit en matière d'enseignants dans un domaine donné. Cela a été creusé, il était question de voir alors comment combler ce déficit. Mais ce déficit, peut-être la coopération pouvait dire « je vous envoie des enseignants qui vont donner cours ». Mais non, la coopération a dit non, je préfère former pour vous des relèves, des gens capables de vraiment de répondre à vos problèmes. La carrière académique au Bénin, dans les pays du Sud, ou même en Belgique finalement, est une carrière extrêmement compétitive. Et donc quelque part, tous ces académiques, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ce sont des opportunités de développer des activités de recherche, de publier pour présenter les épreuves du CAMES. Et donc la possibilité d'avoir des partenariats avec des universités ou des universitaires du Nord est une opportunité unique pour ces académiques d'évoluer dans leur carrière. Donc c'est un des premiers moteurs de cette coopération académique. Elle est toujours là aujourd'hui et donc tout l'enjeu est de savoir comment dépasser finalement ces préoccupations individuelles qui sont tout à fait respectables et légitimes pour servir éventuellement d'autres intérêts plus larges que ceux des carrières individuelles des académiques du Sud. L'UAC est une université moderne d'abord par les enseignants de qualité que l'UAC a aujourd'hui. Nous avons des professeurs de rang, les professeurs titulaires, les professeurs, les maîtres de conférences agrégés, les maîtres de conférences, les maîtres assistants. Ça déjà, c'est des points importants qui montrent que nous sommes une université. Au plan académique, nous répondons aux normes. Sur le plan scientifique également, nous avons beaucoup de laboratoires aujourd'hui qui sont fonctionnels au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. En tant qu'enseignant, on a compris que nous devons travailler. On n'a pas autre chose à faire que de travailler, donner des enseignements de qualité à nos étudiants, faire de la recherche, nous faire connaître au plan national comme à l'international. Étant donné que nous, à l'Académie, nous avons besoin énormément d'échanges culturels. C'est vrai, l'enseignant qui est compétent, les étudiants aiment toujours la voir. Mais c'est aussi bon d'entendre d'autres sons de cloche, comme on dit. Nos collègues belges, comment voient-ils le même thème? Comment transfèrent-ils cette connaissance à des jeunes par rapport à leur culture, par rapport à leur position directement dans le monde de développement technologique? Je crois que c'est extrêmement important. Rien que sur ce plan, l'humanité devrait se l'imposer. Nous devrions coûte que coûte nous rendre visite. Nous devrions encourager les échanges de staff, les échanges d'étudiants pour le bien vraiment du monde futur de demain, de ce grand village planétaire dont on parle. Au bout de 25 ans, on va constater que beaucoup d'interventions ont été menées. On va aussi s'intéresser aux évolutions de cette coopération au cours de ces 2 décennies. Alors, professeur Marc Poncelet, quelles ont été les premières interventions de cette coopération académique? Le premier programme, donc 97-2002, était très hétérogène. Alors, il portait sur 8 établissements.
la médecine et l'agronomie, mais aussi des innovations, chaire UNESCO des droits de l'homme, le DEA de gestion, le DES en environnement, enfin il portait un autre titre à l'époque, mais il y avait vraiment un grand nombre d'activités et fond, la dimension institutionnelle n'était pas très présente et on a beaucoup bricolé en quelque sorte autour d'activités qui étaient liées à nos premiers contacts au Bénin. Alors professeur Marc Poncelet, cette opération, est-ce qu'elle a été dirigée par un fil rouge, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une directive de façon structurée pour que cette coopération vraiment puisse donner ce qu'on veut? Alors le fil rouge, il s'affirme surtout à partir du deuxième programme, donc après 2002, avec un accent qui est mis et qui sera mis jusqu'au bout sur la coopération avec l'institution à travers des renforcements administratifs transversaux, donc qui concernaient plusieurs établissements. À partir de 2002, l'accent a été mis très clairement sur les doctorats, sur au fond la relève académique, et donc on avait soutenu des DEA, des DES dans le premier programme. Bon nombre de ces gens ont continué en thèse dans la suite, et donc on a eu, je crois dans le second programme, 22 doctorats. Et à côté de ces doctorats dans différents domaines, gestion, agronomie, puis des spécialités de médecine, on a affirmé une série d'actions dans le domaine du désenclavement. Et on a mis en route alors toute la question de l'accès au réseau. Et puis, on a eu l'appui à la documentation, à la bibliothèque, l'appui à l'administration. Et puis, alors, un élément très important, c'était la pédagogie universitaire qui a commencé à cette époque dans une institution qui s'appelait non pas CPUAC, mais CRPU à l'époque. Et puis alors, on voit que là, on a les ingrédients des programmes futurs qui sont mis en place. Alors, professeur Souaibou Farogou, je vous relance la question. Comment vous avez apprécié cet appui-là, cet appui institutionnel? Oui, l'appui institutionnel était déterminant dans le domaine académique en général. Et les masters qui ont été mis en place avec le troisième programme, ces masters, donc dans le domaine du contrôle de qualité des aliments, par exemple, dans le domaine de l'informatique, vous voyez, dans le domaine des énergies renouvelables, c'est des domaines phares. Donc ces masters n'ont pas été mis en place au hasard. Alors, professeur Marc Poncelet, le programme est-il vraiment adapté pour développer une instance universitaire? Est-ce que vous voyez que ce programme est adapté? Oui, alors en termes académiques, on a formé, je pense, dans ce programme plus d'une centaine de docteurs, et la plupart de ces docteurs sont devenus des professeurs de l'UAC, certains par ACU ou ailleurs d'ailleurs. Donc c'est un appui qui est tout de même important, puisqu'il y a près de 800 professeurs aujourd'hui à l'UAC, donc vous voyez la proportion est tout de même très importante. Alors est-ce qu'il est adapté? Il faut noter que le dernier programme, donc celui qui se termine maintenant, a été complètement différent dans son orientation des précédents, puisque à la demande du recteur Saint-Saëns à l'époque et du vice-recteur Farougou, on a choisi, enfin on a embrayé sur leur demande pour appuyer des licences professionnelles dans des établissements classiques. Et donc on a mis en place un appui à la formation de premier cycle professionnalisante sur 10 filières. Et de notre côté, en Belgique, on a demandé l'appui des hautes écoles qui, en Belgique, sont spécialisées dans ce genre de choses. Alors, la coopération académique, je veux dire, hein, ce n'est pas que l'appui institutionnel, il y a également les programmes de recherche, de formation. En termes de recherche, professeur Souaibou Farogou, dites-nous quels sont les progrès qu'on constate? Évidemment, la recherche est basée essentiellement sur la formation des docteurs et des masters également. Et ce qui est quand même remarquable, c'est que lorsqu'on voit l'évolution des articles, par exemple, si je prends cet exemple-là, il y a 15 ans, l'université d'Abomey-Calavi publiait en moyenne autour de 150 articles scientifiques par an. Et aujourd'hui, nous en sommes à 750. Un progrès. 750. Vous voyez qu'il y a quand même un net progrès. Évidemment, ce n'est pas exclusivement dû à la coopération avec la Belgique, mais il y a quand même un lien par rapport à cela. Et lorsqu'on voit également les docteurs, et le nombre de docteurs est passé à peu près de 50 par an à 150 aujourd'hui par an. Donc, cela veut dire que cette coopération a quand même eu vraiment un impact
retentissant dans le développement des activités de recherche à l'Université d'Abomey-Calavi. Voilà, on va voir maintenant concrètement, à travers des focus sur des projets de formation et de recherche, quels ont été les impacts sur les étudiants, sur l'Université d'Abomey-Calavi et sur la société en général. On suit. C'est un contexte excessivement difficile des années 90 ou 90 où la pénurie d'anesthésistes se fait de plus en plus sentir. Les anesthésistes qui avaient été formés deviennent plus âgés, vont quitter bientôt leurs fonctions et sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, le nombre d'anesthésistes médecins était dans les environs d'une trentaine de personnes, entre 30 et 40. Ce projet a démarré en 1997, a eu beaucoup de succès parce que très rapidement, les apprenants sont venus d'un peu partout, en dehors de la sous-région, de notre pays même, le Bénin, le Togo à côté, le Burkina pas loin, le Niger. Nous avons eu des apprenants venus de très loin. Certains sont venus des Comores, de Djibouti et même de Madagascar. Donc ça a permis de former sur une vingtaine d'années 132 médecins anesthésistes réanimateurs. C'est le rôle le plus important, c'est collaborer à la formation, permettre à certaines personnes de former une élite, et une élite qui formera le corps professoral de maintenant déjà, puisqu'on y est arrivé, et du futur, et d'appuyer différentes démarches parce que les échanges entre le Nord et le Sud et le Nord sont excessivement importants et permettent d'avoir vraiment un plus au niveau de la formation de l'ensemble des médecins. Au Bénin, nous pensons que d'ici une dizaine d'années, nous pourrons avoir une couverture adéquate en médecins anesthésistes réanimateurs sur toute l'étendue du territoire national. Le résultat qui rend le plus fier, c'est d'abord le côté panafricaniste. C'est-à-dire que dans tous les pays francophones au sud du Sahara, il y a des élèves de ce qui s'appelle actuellement sur le plan mondial au niveau des anesthésistes, l'école bénino-belge de formation en anesthésie. Et cette école qui a eu un prix cette année, à travers la personne du professeur Bail, prix délivré par l'université de Rochester, dans le Minnesota, aux États-Unis, qui donne un prix pour contribution au développement de l'anesthésie dans les pays en développement. Je vous souhaite la bienvenue à l'École du patrimoine africain, qui est une institution panafricaine qui s'occupe de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel des pays africains. L'École du patrimoine africain est une référence en Afrique en ce qui concerne les questions patrimoniales. Donc, les partenaires belges ont déjà une longue tradition de coopération avec l'École du patrimoine africain. Ces partenaires ont déjà beaucoup travaillé dans la ville de Porto-Novo en réhabilitant un certain nombre de places et en mettant en place un certain nombre de structures. C'est suite au constat aussi que les villes béninoises regorgent de patrimoine, mais malheureusement, ces patrimoines ne sont pas valorisés. Ces patrimoines peuvent contribuer à l'essor économique de ces différentes villes. Malheureusement, cela n'était pas encore le cas. Donc, suite à ces différents constats, nous avons décidé ensemble de mettre en place ce projet. Le projet, il est dimensionné autour de la création d'un centre de compétences dans une structure existante. Donc, il y a de l'équipement, il y a des tas de choses autour de ça, autour de ce centre. Mais il y a principalement 4 doctorants. Donc, le gros du budget, mais aussi de l'activité, c'est l'encadrement des doctorants. Ces 4 doctorants doivent venir d'institutions différentes. Ils doivent respecter aussi une certaine parité de genre, hein, donc, ce qui est tout à fait logique. Il a été constaté qu'il est important de former des chercheurs afin qu'ils constituent pour la suite
des cadres, des experts, des techniciens pour des appuis conseils au niveau des municipalités afin que les projets de développement puissent tenir compte du potentiel économique du patrimoine culturel. Donc, ces doctorants vont apporter des projets auprès des municipalités qui mettent en valeur le patrimoine culturel, qui font ressortir le potentiel du patrimoine culturel en matière de développement économique, développement social, de développement historique aussi, parce que c'est important de se baser sur l'histoire de chaque ville, de chaque pays pour se développer. Et là, nous avons un arbre qu'on appelle Iroko. Et l'Iroko, il est âgé plus de 300 ans. C'est devant cet arbre que le Minguin le roi venait exécuter les condamnés à mort. Et là, vous avez une scène d'exécution. Et l'Iroko, il a vu beaucoup de générations. Et c'est devant l'arbre que le Minguin le roi venait déposer les offrandes. Pour ma faculté, ce projet a un certain nombre de plus-values. Le fait d'échanger entre les enseignants belges et les enseignants de ma faculté au cours des points de thèse ou au cours des séminaires méthodologiques fait que la faculté, à travers non seulement les enseignants mais aussi les étudiants, bénéficient un tant soit peu de l'appui de ce projet. Le projet organise régulièrement des points de thèse, des séminaires méthodologiques. Ces séminaires ne sont pas focalisés uniquement sur les 4 doctorants. On ratisse l'âge, donc le projet prend en compte un certain nombre d'étudiants de différentes facultés, puisque ce n'est pas seulement notre faculté. C'est super enrichissant parce que c'est des terrains différents, c'est des préoccupations différentes, c'est aussi des compétences différentes qu'on n'a pas ici. C'est important et c'est super utile en termes humains, mais aussi en termes de capacity building pour toutes les parties, que ce soit les enseignants, les profs, les chercheurs, le personnel administratif aussi. Il y a vraiment une possibilité de création de connaissances qui est super. J'ai été appelé dans le cadre de l'appui institutionnel. Le dernier appui institutionnel en date vise à développer plus des licences pro, donc des bacheliers professionnalisants, ce qui correspond aux bacheliers professionnalisants en Belgique. Et donc du coup, dans ce cadre-là, les universitaires qui classiquement, on va dire, gèrent les appuis institutionnels ont fait appel à ce qu'ils appellent dans le projet des référents haute école. Notre input à nous, c'est un peu un travail d'analyse. Donc, c'est-à-dire que les inputs béninois, en tout cas dans ce qu'on a fait ces 2 dernières années, ça a été énormément de recenser tout ce qu'ils faisaient comme activité pédagogique au niveau des travaux pratiques, des rapports à rendre, etc. Et puis on a analysé ça ensemble et on a pu regarder, on a pu se dire, tiens, comment on va pouvoir améliorer le côté professionnalisant au niveau des TP, que ce soit au niveau du comment donner cours, ou même tout simplement au niveau de l'évaluation, comment évaluer les bonnes pratiques afin que ce qui soit évalué, c'est les pratiques du technicien et non pas la théorie, par exemple. On a des approches différentes. On est à l'UAC, par exemple, dans un canevas très universitaire. Quand ils sont venus chez nous, ils ont pu se rendre compte que, par exemple, les hautes écoles, les professeurs sont beaucoup plus proches des étudiants. Donc il y a des types de pratiques, des types de communication qui sont différents. Je pense que ça peut qu'enrichir, les échanges ne peuvent qu'enrichir. On est appliqué dans l'enseignement, mais on est appliqué dans la recherche aussi. Surtout dans quoi je travaille, c'est-à-dire les biotechnologies, l'agronomie de manière plus générale. On est tout le temps dans l'appliqué, on est tout le temps sur le terrain. Et donc ça, c'est quelque chose qui vient bien en complémentarité par rapport au socle universitaire qui est en place, je pense. Et c'est sur ces complémentarités qu'on peut jouer maintenant, je pense. Une amélioration tangible, c'est qu'on a augmenté, on a vraiment fait un travail sur l'augmentation du nombre de lieux de stage à l'extérieur, que ce soit dans des laboratoires d'analyse, que ce soit dans des entreprises privées ou autres. Sur ces dernières années, depuis qu'on a fait le travail au niveau de la connaissance, il y a une partie des étudiants qui sont sortis de la formation, d'autres ont continué en master, qui ont été engagés notamment dans les laboratoires, souvent là où ils ont fait leur stage de fin d'études.
Il y a combien d'échantillons là sur lesquels tu as travaillé déjà là? Bon, j'ai travaillé déjà sur 1024 échantillons. Sur 1024 individus. Individus prélevés sur le terrain. La jeunesse d'un projet, ça part du fait que chacun de nous, partenaires, homologues, on commence par réfléchir sur une problématique. Moi, je suis spécialisé dans le domaine aquatique, des ressources aquatiques. Donc tous les problèmes qui se posent à la gestion des ressources aquatiques vivantes au Bénin, ça fait notre préoccupation. Donc il faut d'abord identifier un problème. Et avec les homologues belges, nous réfléchissons ensemble, un problème est identifié et puis on rédige un protocole que nous soumettons, un projet que nous soumettons. Les substances de ponte là, c'est des résidus d'ananas. Voilà. Mais maintenant, au niveau de la croissance, il fait varier plusieurs types de substances. Oui. Donc, en fonction des besoins que je recherche chez l'espèce, que ce soit les lipides, les protéines, etc. Ok. Cette idée de projet axé sur la formation vient du fait que, en réalité, comme un adage le dit chez nous, il vaut mieux apprendre à pêcher le poisson que de lui donner le poisson. On s'est rendu compte qu'il y a une insuffisance de cadres à ce niveau-là. Et lorsque nous avons pensé, nous avons identifié ces problèmes-là, nous avons jugé utile de former des cadres béninois, des techniciens, des professionnels déjà sur le terrain pour une meilleure gestion des ressources aquatiques vivantes, non seulement au Bénin, mais au niveau sous-régional. Nous rentrons ici dans notre écloserie. L'écloserie qui est un local au niveau duquel nous faisons de la reproduction des poissons. On fait de la reproduction, on fait de l'élevage larvaire. Il y a un certain nombre de doctorants qui sont aujourd'hui déjà docteurs, qui ont été formés dans le cadre de cette coopération. Donc ce sont des acquis extrêmement importants. Ça, c'est les ressources humaines de qualité. En dehors de ça, il y a les équipements. C'était très important pour nous. Sinon, le laboratoire ne pourrait pas décoller. Et nous arrivons, à travers ces programmes, de faire des publications. C'est un acquis extrêmement important sur le plan scientifique. Donc nous faisons de la recherche. Les résultats que nous obtenons, ces résultats sont vulgarisés auprès des pisciculteurs qui produisent les poissons. Et le bénéfice maintenant pour le consommateur, c'est d'avoir de poissons. C'est d'avoir suffisamment de gros poissons. Et le bénéfice pour les producteurs, c'est de produire de gros poissons et à vil prix. Les ambitions scientifiques, c'est de poursuivre la recherche scientifique dans le domaine qui est le mien, à savoir le domaine des milieux aquatiques et de la gestion des ressources aquatiques, la connaissance des milieux aquatiques et de leurs ressources. C'est ça mes ambitions du point de vue scientifique, et de publier et de faire connaître au monde les potentialités, les nouvelles découvertes dans ce domaine-là au plan scientifique. Et puis également former des cadres compétents pour la relève. Voilà, on vient de le voir, des résultats concrets ont été obtenus et dans des domaines variés. Parlons à présent d'avenir, de futur, avec nos deux invités. Professeur Atigandako Enoch nous a rejoint entre-temps. Alors dites-nous, professeur, on dit d'une université qu'elle doit répondre aux besoins de sa société. Est-ce que c'est le cas de l'UAC? L'université d'Abomey-Calavi est une université orientée vers le futur. C'est une université qui, déjà dans son plan de stratégie depuis 2012, a dressé un cadre assez concret pour travailler à ce que les diplômés de l'UAC puissent d'abord s'insérer convenablement dans la société. Parce que le premier défi de notre université, c'est de pouvoir orienter convenablement les 20 000 diplômés que nous sortons chaque année. Et c'est pour cela que dans la coopération belge, on a travaillé essentiellement à la professionnalisation. Et la formation académique classique ne convient plus à ce que le futur nous propose comme scénario. Et donc l'université d'Abomey-Calavi se positionne pour être cette université du futur qui arrive à répondre convenablement aux exigences de la société.
Alors dites-nous, professeur Marc Poncelet, quel est votre regard sur la question? Est-ce que réellement, au vu de ces 25 années de coopération avec l'UAC, est-ce qu'on peut dire que l'UAC répond néanmoins aux besoins de sa société? En tout cas, on espère qu'on a contribué quelque peu à cet objectif et c'est en tout cas un objectif principal de la coopération universitaire puisqu'elle est tout de même, en tout cas du côté de la Belgique, financée très largement par un ministère de la coopération et qui n'est pas seulement un ministère de l'Éducation nationale et qu'on doit appuyer l'université à rencontrer les problématiques de développement du pays. Alors, probablement qu'un des objectifs est rempli, c'est-à-dire qu'en contribuant à soutenir une université qui produit l'immense majorité des cadres dans ce pays, qu'ils soient privés, qu'ils soient dans le secteur public ou la société civile, on remplit notre rôle. Alors, en dehors des difficultés, des réussites, professeur Atilgon Dako Enoch, il y a énormément de défis aujourd'hui qui se présentent au monde académique béninois. Dites-nous un peu, quels sont ces défis? Le tout premier défi, c'est un défi infrastructurel. Les universités au Bénin, et plus particulièrement l'université d'Abomey-Calavi, doit travailler à réorganiser ses infrastructures de façon à répondre aux besoins de formation d'aujourd'hui. L'autre défi qui se pose à nous, c'est la réponse des laboratoires par rapport aux contraintes exprimées par les populations à la base. Les difficultés en énergie, les difficultés en agriculture, les difficultés en économie numérique doivent trouver leur solution au niveau des prototypes que les universités doivent développer. Et ça, c'est un défi à relever. Le troisième défi, à mon sens, c'est un défi beaucoup plus de financement de la recherche. Le financement de la recherche doit être reconsidéré comme un principe cardinal qui doit guider l'orientation stratégique de l'université. Le quatrième défi, c'est le défi pédagogique. Communiquer avec les apprenants doit être une joie pour chaque enseignant. La pédagogie doit être au cœur de l'ensemble de nos apprentissages. Alors, 25 ans de coopération, professeur Marc Poncelet, c'est le moment de faire le bilan et pourquoi pas de se projeter vers l'avenir. Alors, comment vous voyez évoluer cette coopération entre la Belgique et le Bénin? Je pense que la cible a fondamentalement changé et l'outil doit changer. Et donc, je pense que nous devons recentrer, cibler nos apports, qu'ils soient administratifs, institutionnels, scientifiques et pédagogiques, et probablement revenir sur une vocation fondamentale des universités, c'est-à-dire tout de même d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et du service à la collectivité. Alors, professeur Enoch, je vous relance la question. Le futur de cette coopération, comment vous le voyez? Alors, je n'irai pas l'antipode de mon collègue Mac. Je vois plutôt cette coopération dans le sens de l'amplification de la professionnalisation. Ici, tout est question d'impact. Mon souhait, c'est que des générations de demain puissent reconnaître que la coopération belge a contribué aussi à leur formation. Ça, c'est une dimension capitale aujourd'hui où nous avons restructuré notre formation autour du modèle LMD. Alors moi, je vois plutôt une amplification de cette professionnalisation. Au lieu de rester dans des domaines ciblés ou parcellaires, je vois une capacité à renforcer les formations prioritaires. Bon, il y a des formations prioritaires que nous avons mises en place. Je vois aussi que nous devons avoir une base de données de l'ensemble des apprenants qui ont pris le parchemin que nous avons mis en place. Et je vois une connexion avec ceux-là qui doivent recontribuer à nourrir le système avec leur expertise et aussi avec leur capacité d'innovation. Donc je vois l'impact de la coopération belge comme une action à centrer dans le débat de la coopération dans les années à venir. Alors merci à tous les deux. Le futur repose entre autres sur les nombreux doctorants formés, appelés à assurer la relève de demain, la relève académique, soit à s'insérer dans le secteur privé ou le secteur public. Et on va écouter le témoignage de quelques-uns.
Mon doctorat s'est intitulé « Politique de sécurité routière au Bénin, origine, dispositif, pratique des acteurs et perspectives ». Vous savez, la sécurité routière, c'est un enjeu de société aujourd'hui. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social. La plupart du temps, dans nos pays, on ne se base pas sur les données scientifiques pour élaborer les actions. Or, la recherche doit nourrir la politique, les décisions politiques. Ma thèse n'est pas isolée, c'est inscrit dans un programme national impliquant aussi bien les sociologues que les politiques et également les médecins. Donc, à terme, nous allons disposer des données scientifiques locales du moins, des données issues du vécu des usagers de la route au Bénin, et ce qui va permettre de prendre des décisions pour pouvoir améliorer les pratiques de prévention, sensibiliser davantage, communiquer davantage, trouver les messages qui véritablement vont correspondre à ce que les gens pensent. Moi, c'est Dima Lederon. Je suis docteur en sciences de l'Université de Liège, en Belgique. Il faut dire que tout au départ, j'avais commencé dans ce laboratoire en 2005-2006 avec le professeur Philippe Laleyet, qui est notre père fondateur, on peut le dire. Et après le premier diplôme que j'ai ici de master, il fallait se spécialiser en pêche aquaculture, comme je suis avec lui. Donc j'ai dû faire un master en aquaculture à l'Université de Liège, financé par l'ARES. C'était le tout premier, la toute première bourse que j'avais gagnée. Et par la suite, je suis revenu parce qu'il faut toujours contribuer à la recherche au Bénin avec le professeur Philippe Laleyet. Et puis, on avait vide en temps en taxonomie des poissons d'Afrique de l'Ouest. Et donc, il a bien voulu que je commence directement la thèse. C'était avec le professeur Pierre Van de Waal, qui est maintenant pensionné, du laboratoire de morphologie fonctionnelle dirigé actuellement par le professeur Éric Parmentier. Tout est parti de là, donc c'est de la taxonomie. On ne pouvait pas rester, je ne pouvais pas faire tout à l'Université de Liège. Et du coup, je me suis retrouvé par la suite au Musée royal de l'Afrique centrale et au laboratoire des vertébrés, je dirais, dirigé par le professeur Jos Nos. Donc je dirais que j'ai fait le parcours pour la thèse entre l'Université de Liège et le Musée royal de l'Afrique centrale. Nous présentons aujourd'hui la Société des énergies de demain qui a commencé ses activités depuis 3 ans. Après avoir fini la licence en énergie renouvelable dans le cadre d'un projet piloté par l'UAC, il s'agit d'un programme P4. Donc l'entreprise a été créée pour apporter un service à la population béninoise, pour apporter de l'énergie à des populations qui ne sont pas dans le réseau, c'est-à-dire ceux qui sont dans le hors réseau. Nous sommes ici dans un village où il n'y a pas d'énergie. Or, pour le bon fonctionnement de notre ferme, nous avons besoin d'énergie et de l'eau. Sur ce, il faut trouver un moyen pour pouvoir pallier à ce problème. Ils nous ont venu installer un système solaire pour qu'on ait de l'énergie et de l'eau suffisamment pour alimenter notre ferme. Ici, vous voyez un champ de 3,6 kW crête. Et ce champ est constitué en 7 strings de 2 panneaux de 300 watts crête. Là, vous voyez, c'est le champ solaire. Ce champ solaire produit une énergie qui est directement envoyée via le contrôleur de charge que vous voyez. Donc, c'est le câble de raccordement des panneaux que vous voyez ici. Ce câble rentre dans le convertisseur qui est là. Ce convertisseur est un convertisseur à contrôleur intégré. Aujourd'hui, c'est que l'énergie renouvelable est en plein essor au Bénin. Donc c'est une occasion vraiment pour nous de développer notre entreprise parce que, je le rappelle, depuis 3 ans, on a juste fait 3 ans en réalité, mais aujourd'hui on est connu un peu partout dans le Bénin, plus de 40 communes déjà.
Voilà, on vient de suivre ensemble le témoignage ou les témoignages de quelques doctorants et entre-temps, le professeur Souaibou Farougou va nous rejoindre. Et alors, professeur Mac Poncelet, on rappelle que quand même cet entretien entre dans le cadre des 25 ans de célébration. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça avant qu'on termine? Merci. Donc on fait ce film et puis on est occupé à compiler toutes les données, tous les indicateurs d'impact de la coopération. Ça se fait ici au rectorat. Et le 24 et le 25 février, l'UAC organise un grand événement qui sera à la fois une célébration et une évaluation de la coopération qui interviendra au bon moment puisque du côté de l'ARES, on est dans une année générale d'évaluation de tous les partenariats, une année de redéfinition et on va verser notre contribution de ces 3 manières dans cette redéfinition. Alors, professeur Souaibou Farougou, 25 ans de célébration, qu'est-ce que vous avez, quel est votre souhait en quelque sorte pour cette coopération? Évidemment, 25 ans, c'est quand même, disons, une coopération qui a duré dans le temps et qui a quand même apporté beaucoup de résultats au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Nous aurons souhaité qu'une nouvelle phase soit ouverte et que d'autres types d'appuis puissent être engagés par nos partenaires pour le rayonnement de l'université d'Abomey-Calavi. Alors, un souhait, professeur Atigondako Enoch, pour cette coopération bénino-belge? C'est une coopération que je qualifie de mature et c'est une coopération qui a appris à consolider les acquis et à apprendre des erreurs, des échecs. Et je crois que c'est une coopération qui doit continuer. Et j'insiste pour que, avec l'ARES, nous puissions trouver une nouvelle phase pour non seulement continuer la relève académique, continuer la professionnalisation de la formation, mais aussi travailler à avoir un système d'alumni assez solide pour maintenir les liens de fraternité qui se développent déjà avec des collègues et amis de bonne date. Alors, merci à nos 3 invités avec qui plutôt on a abordé l'histoire de cette coopération, le présent et le futur d'ailleurs de la coopération académique. Le partenariat ne s'arrête pas là après 25 ans. Il y a beaucoup de défis à relever. Le professeur Atigondako Enoch a soulevé quelques-uns de ces difficultés-là. Mais bon, on souhaite quand même bon vent à cette coopération, bon vent aux acteurs impliqués, bien entendu, dans cette coopération à l'UAC et à tous les établissements d'enseignement supérieur en Belgique qui animent ce partenariat.